Profite bien de ton studio minuscule, a ri ma sœur en agitant l'acte du domaine. Mon téléphone a vibré, acquisition d'Horizon Immobilier terminée. L'ensemble du portefeuille est sous votre contrôle. J'ai souri dans mon café. Ma sœur a ri, un rire cristallin et moqueur, en agitant l'acte de propriété du domaine familial juste sous mon nez. Profite bien de ton studio minuscule, a-t-elle lancé, ces mots dégoulinants de mépris. Au même instant, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message est apparu, acquisition d'Horizon Immobilier terminée. L'ensemble du portefeuille est sous votre contrôle. J'ai levé ma tasse de café, cachant un sourire. Ils pensaient m'humilier. Ils n'avaient aucune idée que je venais de racheter leur monde. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivé là, à ce brunch qui a tout changé, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à ce fameux dimanche. Le soleil de Provence inondait la terrasse du Mas des Cigales, notre propriété familiale près d'Aix-en-Provence. L'air sentait la lavande et le romarin, un parfum de carte postale qui masquait l'amertume qui flottait entre nous. Comme chaque dimanche, le brunch était un théâtre. Mon père, Gérard, pontifiait sur le millésime d'un vin hors de prix, une histoire qu'il avait déjà racontée 1000 fois. Ma mère, Martine, ne parlait que de sa dernière œuvre de charité, s'assurant que tout le monde comprenne bien le montant de son don. Et ma sœur, Camille, plus âgée de 2 ans, paradait dans une robe de créateur, son fiancé falot acquiesçant à chacune de ses phrases. Et puis il y avait moi, Solène, 32 ans, dans mon blazer noir et mon jean, la pièce dissonante de cette symphonie de l'apparence. J'étais l'anomalie. L'informaticienne. La fille qui, selon eux, jouait avec des ordinateurs. Pendant que je garais ma voiture, une berline allemande sobre mais efficace, loin de la Porsche écarlate de Camille, j'avais senti le poids familier de l'appréhension m'envahir. Chaque dimanche était une épreuve. Une évaluation silencieuse où je savais que je serais jugée et trouvée insuffisante. Je prenais une profonde inspiration, me forgeant une armure de neutralité avant même de franchir le portail en fer forgé. À peine arrivé, le ton avait été donné. Alors que nous nous installions, Camille avait interpellé le jeune serveur qui nous apportait de l'eau. « Excusez-moi, avait-elle dit d'un ton glacial, cette carafe est tiède. Retournez me chercher de l'eau fraîche. Avec des glaçons. Et du citron. Vous devriez savoir ça. » Le jeune homme, à peine majeur, avait rougi et s'était excusé platement. Mon père avait souri, fier. Voilà ma fille, elle sait ce qu'elle veut. J'avais baissé les yeux, une nausée familière me tordant l'estomac. Ce n'était pas de l'assurance. C'était de la cruauté ordinaire, le privilège exercé sans retenue sur ceux qui ne peuvent pas riposter. Je ne les détestais pas. C'est peut-être ça le plus triste. Pendant des années, j'avais cherché leur approbation avec une ferveur désespérée. Je me souviens encore, à 15 ans, de l'excitation qui me nouait la gorge quand j'ai montré à mon père ma première ligne de code. Un petit programme qui automatisait une tâche comptable fastidieuse pour sa société. J'étais si fière. Il avait jeté un œil distrait, m'avait tapoté la tête et avait dit « C'est mignon, ma chérie. Maintenant, laisse les vraies affaires aux hommes et à ta sœur, d'accord ?» Ce jour-là, quelque chose s'est éteint en moi. Mais une autre flamme, plus discrète et plus tenace, s'est allumée. La flamme de la détermination silencieuse. Je n'ai plus jamais cherché son approbation. J'ai commencé à chercher mon indépendance. Mon téléphone a vibré discrètement. Ce n'était pas encore la confirmation finale. C'était un message de Chloé, mon bras droit. Gérard vient de refuser l'offre finale d'Horizon. Il est arrogant, il pense pouvoir faire monter les enchères. Il ne sait pas que nous sommes derrière. Plan B activé. Je souris intérieurement. Le plan B. Mon préféré. Il consistait à passer d'une offre d'achat amicale à une prise de contrôle hostile via des actionnaires que nous avions ralliés à notre cause au fil des mois. Gérard était un homme d'affaires de la vieille école. Il pensait en termes de poignées de main et de déjeuner d'affaires. Il ne voyait pas la guerre numérique qui se jouait dans son dos, pour le contrôle de sa propre entreprise. Solène,
Tu es avec nous? La voix de ma mère m'a tiré de mes pensées. Ton père a une annonce importante à faire. Je levai les yeux. Gérard se tenait au bout de la table, le patriarche dans toute sa splendeur déclinante. Il tenait 2 enveloppes à la main. Une épaisse, une fine. Le spectacle allait commencer. La dernière scène de leur pièce de théâtre. Comme vous le savez, avec le règlement de la succession de votre grand-père, il est temps de répartir certains biens. A-t-il commencé, son ton solennel et mielleux. Je serrai mon téléphone dans ma poche. Il s'apprêtait à jouer ses cartes. Il ne savait pas que je venais de racheter le casino. Le regard de mon père a balayé la table, s'attardant une seconde de trop sur moi avec une pointe de pitié, avant de se poser avec une fierté affectée sur ma sœur. Camille, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une fausse gravité. Tu as toujours été notre étoile. Tu as le sens des affaires dans le sang. Avec ta grâce, ton sens du contact, ton flair pour les bonnes personnes, tu as prouvé que tu avais l'étoffe d'une vraie femme d'affaires en travaillant à mes côtés. Tu es celle qui non seulement perpétuera le nom de la famille, mais le portera encore plus haut. Il marquait une pause, savourant son propre discours. Il a fait glisser la grosse enveloppe sur la nappe immaculée. Pour toi, ma fille chérie, le cœur de notre héritage. Le domaine. Le mas des cigales. Ainsi qu'un portefeuille d'actions conséquent pour assurer ton avenir et celui de ton futur mari. Camille a poussé un petit cri de joie parfaitement orchestré. Elle a attrapé l'enveloppe, ses doigts manucurés la caressant comme un trophée. Oh, papa! C'est parfait! C'est plus que tout ce que j'espérais. James et moi, nous allons pouvoir nous installer ici dès après le mariage. J'ai déjà tant d'idées pour redécorer le salon d'été. Puis, le silence est retombé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le thermomètre émotionnel de la terrasse a chuté de plusieurs degrés. Mon père a pris la 2e enveloppe, la fine, celle qui semblait si fragile, si insignifiante. Solène, a-t-il dit, et son ton était plus fier, mais condescendant. Pédagogue. Comme s'il s'adressait à une enfant un peu simplette. Tu es brillante, à ta manière. Nous le savons tous. Mais le monde réel, ma fille, ne fonctionne pas avec des algorithmes. Il faut savoir naviguer, créer des liens. Nous avons pensé qu'il te fallait un coup de pouce, un endroit sûr pour trouver ta voie. Il a poussé la petite enveloppe vers moi. Ceci est pour toi. Un studio dans le quartier du Panier, à Marseille. C'est un bon début. Un pied-à-terre pour commencer ta vie d'adulte. Un studio. À Marseille. Dans le plus vieux quartier de la ville, charmant pour les touristes, mais loin, si loin du luxe ostentatoire dans lequel il baignait. C'était plus qu'un cadeau modeste. C'était un message. Une déclaration. Tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas à notre niveau. Camille n'a pas pu retenir un petit rire. Un studio. C'est adorable. Tu pourras y ranger tous tes ordinateurs. Le rire de ma sœur a été comme une décharge électrique, ravivant une blessure que je croyais cicatrisée. Soudain, je n'étais plus à cette table. J'avais de nouveau 18 ans. J'étais dans ma chambre, une petite pièce sous les toits qui sentait la poussière et les vieux livres. Les yeux rouges de fatigue mais brillants d'excitation. Mon projet de fin d'études, ma porte d'entrée pour une prestigieuse école d'ingénieurs à Paris, était presque terminé. Plus important encore, il était ma candidature pour une bourse d'excellence. Une bourse qui m'aurait offert l'indépendance. La liberté. La chance de m'échapper. Camille était entrée, une tasse de café à la main, l'air faussement intéressé. Alors, tu travailles sur ton petit projet? Montre-moi ça. Je me souviens de son parfum, lourd et sucré, qui avait envahi mon petit espace. Elle s'était penchée au-dessus de mon ordinateur portable, le seul que je possédais, acheté avec mes propres économies faites en donnant des cours de maths. C'est compliqué tout ça, avait-elle dit, une pointe de mépris dans la voix. Et puis, la maladresse. La tasse qui se renverse, le liquide brûlant qui s'infiltre dans le clavier. L'écran qui grésille, affiche des lignes de couleurs absurdes, et devient noir. Le silence. Mes semaines de travail anéanties. Mes rêves de bourse envolés. Oh, mon Dieu!
Je suis tellement désolée, avait-elle dit, sa voix pleine d'une fausse panique. Mais ses yeux brillaient d'un triomphe mauvais. Elle n'avait même pas bien joué la comédie. Plus tard, alors que je pleurais en silence, le cœur brisé, je l'avais entendu dire à sa meilleure amie au téléphone, depuis sa grande chambre au bout du couloir, « Franchement, je lui ai rendu service. Sa place n'est pas à Paris avec des geeks. Elle doit accepter qui elle est. » Elle n'avait pas juste renversé du café. Elle avait tenté de détruire mon avenir. Elle avait voulu me river à ma condition, m'enfermer dans la cage dorée familiale, où elle serait toujours la reine et moi, l'étrange oisillon tombé du nid. Le souvenir était si vif, si douloureux. Mais aujourd'hui, la douleur avait disparu. Remplacée par un calme glacial. Il venait de me faire le plus beau des cadeaux. Il m'avait libéré de toute obligation, de toute culpabilité. Le dernier fil invisible qui me reliait à eux venait d'être coupé par leur propre mépris. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Chloé. Plan B exécuté. Les principaux actionnaires ont voté en notre faveur. Ils sont piégés. Félicitations, patronne. J'ai relevé la tête. J'ai regardé Camille, puis mon père, puis ma mère. Ils savouraient leur victoire. Ils pensaient avoir écrit le dernier chapitre de mon histoire. Quelle erreur! Ils ne se doutaient pas une seconde que je tenais déjà le stylo et que j'étais sur le point de réécrire la leur. Profite bien de ton studio minuscule, a répété Camille, comme pour s'assurer que l'humiliation avait bien atteint sa cible. Elle a agité l'acte de propriété, le papier bruissant comme un drapeau de victoire. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris une gorgée d'eau, le verre frais dans ma main. Mes yeux ont discrètement balayé l'écran de mon téléphone, posé sur mes genoux. Phase interminée. Transfert des actifs initiés. Le plan, mis au point depuis plus d'1 an, se déroulait sans accroc. Chaque étape était une pièce de domino qui tombait, se rapprochant inexorablement de la dernière. 2. Ma mère a dû interpréter mon silence comme de la déception. Elle a posé sa main sur la mienne, un geste qui se voulait réconfortant mais qui était chargé de condescendance. Ne sois pas triste, ma chérie. C'est une bonne chose. Parfois, il faut commencer petit. Ton père pourrait peut-être te trouver une place à l'agence. Quelque chose de simple pour commencer. Assistante de location, peut-être? Assistante de location. J'ai failli sourire. Il n'avait vraiment aucune idée. Il me voyait encore comme l'adolescente un peu perdue, celle qui passait ses nuits à bricoler sur son ordinateur. Il ne savait rien de ces nuits passées dans ce fameux studio du panier, celui qu'il me jetait aujourd'hui comme une aumône. C'était là-bas que tout avait commencé. Mon esprit s'est échappé de la terrasse ensoleillée pour retourner dans ses 4 murs modestes. Je revoyais les cartons de pizza vides empilés, le lit défait qui me servait aussi de bureau, le tableau blanc couvert de lignes de code et de schémas complexes. Je sentais encore l'odeur du café bon marché qui m'avait tenu éveillé pendant des nuits entières. Je me souvenais de l'angoisse avant de présenter mon logiciel de gestion immobilière à mon premier client, une petite boulangerie qui voulait simplement un système pour gérer ses 3 appartements en location. Je me souvenais de l'euphorie, les larmes aux yeux, quand ils avaient signé. Je me souviens d'un soir en particulier. Il pleuvait à verse sur Marseille. Mon programme venait de planter pour la 3e fois de la journée. Un bug que je n'arrivais pas à trouver. J'étais épuisée, seule, et j'avais 50 € sur mon compte en banque pour finir le mois. J'ai failli tout abandonner. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. J'ai pensé à ma famille, si loin dans leur luxe, probablement en train de plaindre la pauvre Solène qui ne sait pas ce qu'elle fait. Et cette pensée, au lieu de m'abattre, a ravivé la flamme. La colère est un carburant puissant. Je me suis fait un autre café et je suis retournée travailler. J'ai trouvé le bug à 4 heures du matin. Et je me souvenais de Monsieur Dubois. Mon ancien professeur d'université. Le seul qui avait vu au-delà de la jeune femme timide. Il m'avait convoqué après un examen, non pas pour me féliciter de ma note parfaite, mais pour me dire, « Mademoiselle Vasseur, votre esprit ne fonctionne pas comme les autres. Ne laissez personne vous dire que c'est une faiblesse. C'est votre plus grande force. » C'est lui qui m'avait prêté 2 000 €, une fortune pour moi à l'époque,
pour que j'achète mon premier vrai serveur. Ne m'écoutez pas moi, n'écoutez pas votre famille, m'avait-il dit. Écoutez cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous êtes en train de construire l'avenir. Ce succès n'était pas un coup de chance. Il avait été bâti sur des nuits blanches, des sacrifices, et la confiance d'un seul homme bon. Et aujourd'hui, ce petit programme était devenu Oratech, une plateforme utilisée par les plus grands acteurs de l'immobilier en Europe. Une entreprise qui était sur le point d'avaler celle de mon père. Franchement, que feriez-vous à ma place? Quand ceux qui devraient vous soutenir sont ceux qui vous rabaissent le plus. Est-ce que vous leur pardonneriez? Ou est-ce que, comme moi, vous attendriez patiemment le moment parfait pour leur montrer à quel point ils se sont trompés? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Mon téléphone a vibré une deuxième fois. Puis une troisième. Le transfert des actifs était presque complet. Les ordres de bourse s'exécutaient à la milliseconde. Le plan était sur le point d'atteindre son apogée. Puis, l'appel que j'attendais. L'écran s'est allumé, affichant le nom, Chloé. J'ai posé mon verre sur la table avec un bruit sec. Je me suis levé, interrompant une autre tirade de mon père sur l'importance des valeurs familiales. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix soudainement claire et forte, coupant court à son monologue. Je dois absolument prendre cet appel. C'est important. Ma mère a ouvert la bouche pour protester. Solène, vraiment, c'est un repas de famille. Ton petit travail peut bien attendre. Je ne lui ai pas laissé le temps de finir sa phrase. J'ai décroché, et d'un geste délibéré, j'ai activé le haut-parleur. Le silence s'est fait, un silence curieux, presque hostile. Ils me regardaient tous, interloqués par mon audace. J'ai vu dans le regard de mon père une lueur d'agacement, dans celui de ma mère de la réprobation, et dans celui de Camille, une pure moquerie. Elle pensait probablement que c'était le patron de mon petit boulot qui m'appelait pour une urgence insignifiante. La voix de Chloé, nette et professionnelle, a éclaté dans l'air paisible de la Provence. Bonjour, mademoiselle Vasseur. Je vous appelle pour la confirmation finale. Mon père a froncé les sourcils. Mademoiselle Vasseur? Il détestait que j'utilise ce nom, le nom de jeune fille de ma mère, pour mes activités professionnelles. Pour lui, je devais être une Dubois-Lefebvre, une extension de son propre nom, de sa propre marque. C'était une trahison, selon lui. Une de plus. Oui, Chloé, je vous écoute, ai-je répondu, mon calme contrastant avec la tension qui montait autour de la table. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était parfaitement stable. Des années de présentation devant des investisseurs sceptiques m'avaient appris à maîtriser mes émotions. Parfait, a poursuivi Chloé. Je vous confirme donc que l'acquisition hostile d'Horizon Immobilier est maintenant officiellement terminée. Suite au vote des actionnaires majoritaires, 100% des actifs sont passés sous le contrôle de notre société mère. Un murmure a parcouru la tablée. Mon beau-frère en devenir, James, qui travaillait dans la finance, s'est redressé. Horizon Immobilier? C'est un énorme fonds d'investissement. Ils ont des participations partout. Ses yeux me fixaient maintenant avec une nouvelle curiosité. La pitié avait disparu, remplacée par le calcul. J'ai fait un léger signe de tête, encourageant Chloé à continuer, mes yeux fixés sur mon père dont le visage commençait à perdre ses couleurs. Il comprenait le nom Horizon. Il avait été en négociation avec eux. Il pensait les avoir menés en bateau. En conséquence, a continué la voix claire de Chloé, chaque mot tombant comme une pierre dans un lac silencieux, l'ensemble du portefeuille d'Horizon, y compris toutes ses filiales, est désormais la propriété exclusive d'Oratech. Cela inclut, et je lis la liste pour confirmation, la totalité des parts de la société Dubois-Lefebvre Immobilier. Le silence. Un silence total, absolu, comme je n'en avais jamais entendu. Un silence si lourd qu'il semblait absorber tous les sons de la nature environnante. Le chant des cigales, le murmure du vent dans les pins, tout s'était tu. Le temps lui-même semblait s'être suspendu au-dessus de notre table. Mon regard a fait le tour des visages. C'était comme une scène de film au ralenti. Puis, un bruit. Un bruit sec, suivi d'un fracas cristallin. Le verre de champagne que Camille tenait à la main lui avait glissé des doigts. Il s'était écrasé sur les dalles en terre cuite de la terrasse,
projetant des éclats de verre et du champagne sur ses chaussures de luxe. Le liquide doré s'est répandu, touchant le coin de l'enveloppe posée sur ses genoux. L'enveloppe qui contenait l'acte de propriété du domaine. Son précieux trophée. Son visage était une étude de l'incrédulité. Ses lèvres entr'ouvertes, ses yeux fixés sur moi, cherchant une explication, un démenti, n'importe quoi. Le masque de supériorité s'était brisé, révélant la petite fille paniquée en dessous. Mon père, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Sa mâchoire était crispée, ses jointures blanches sur le manche de son couteau en argent. Il a articulé, sa voix un murmure rauque que j'ai à peine entendu. Horatec. Dubois-Lefebvre. Solène, qu'est-ce que ça veut dire? Je les ai regardés, un par un. Ma mère, la main devant la bouche, ses yeux passant de mon père à moi avec une panique grandissante. Mon futur beau-frère, qui sortait frénétiquement son téléphone, cherchant sans doute à confirmer cette information insensée. Et Camille, figée, une statue de dépit et de confusion. J'ai savouré cet instant. Cet instant de pure, d'absolue stupéfaction. Le moment précis où leur monde, si bien ordonné, si arrogant, si sûr de lui, venait de basculer sur son axe. Merci, Chloé. C'est une excellente nouvelle. Procédez au communiqué de presse comme prévu, ai-je dit calmement dans le téléphone. Bien, mademoiselle Vasseur. Le conseil d'administration est prévu dans 1 heure par visioconférence. J'y serai, ai-je répondu avant de raccrocher. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. J'ai replanté mes yeux dans ceux de mon père. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, ma voix ne tremblant pas une seconde, cela veut dire, papa, que le conseil d'administration que je vais présider dans 1 heure va devoir statuer sur la nouvelle direction de toutes nos propriétés. Y compris, celle-ci. J'ai fait un geste de la main, englobant la maison, la piscine, les champs de lavande. Leur royaume. Mon royaume. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Et le prochain acte allait être encore plus dévastateur pour eux. À cet instant précis, comme si un metteur en scène invisible suivait mon scénario à la perfection, la grande télévision installée dans le salon d'été, visible depuis la terrasse, s'est allumée toute seule. Le son a éclaté, faisant sursauter tout le monde. C'était une édition spéciale d'une grande chaîne d'information économique. Nous interrompons nos programmes pour une nouvelle de dernière minute qui secoue le monde de l'immobilier français, a annoncé une journaliste au visage grave. Dans une manœuvre financière d'une audace rare, le géant de l'investissement Horizon Immobilier vient d'être entièrement racheté. Mon beau-frère James a laissé échapper un sifflement. Racheté? Mais ils sont énormes, leur capitalisation est de plusieurs milliards. C'est impossible, ça aurait fuité. Il tapotait frénétiquement sur son téléphone, son visage passant de l'arrogance à l'incrédulité. Je ne vois rien sur Bloomberg. Comment? Et le plus surprenant, a continué la journaliste, c'est l'identité de l'acquéreur. Une société jusqu'ici relativement discrète mais au cœur de l'innovation technologique du secteur, Horatec. Le visage de mon père est devenu livide. Il a posé sa tasse de café si brusquement qu'elle s'est renversée sur la nappe. Une tache brune a commencé à s'étendre, comme une métaphore de la souillure qui envahissait sa fierté. Horatec, a-t-il répété, le nom sonnant comme un poison dans sa bouche. Mais le véritable coup de théâtre, a poursuivi la journaliste, un sourire professionnel aux lèvres, c'est l'identité de la PDG et fondatrice d'Horatec, une figure jusqu'ici inconnue du grand public. Il s'agit de Madame Solène Vasseur. Mon nom de jeune fille. Mon identité propre. Celle que j'avais choisie pour bâtir mon empire, loin de l'ombre de son nom à lui. Vasseur, a octé Camille, sa voix brisée par l'incrédulité. Mais, c'est impossible. Ton petit programme, ton hobby. Je l'ai regardé, un calme olympien m'envahissant. Ce petit programme, Camille, comme tu dis, est maintenant le logiciel de gestion immobilière le plus utilisé en Europe. Il est installé sur les serveurs de toutes les grandes agences. Y compris sur ceux de la société Dubois-Lefebvre, papa. Il optimise vos revenus et corrige vos erreurs depuis 3 ans, sans que vous ne le sachiez. Mon père m'a dévisagé, les yeux écarquillés, comme s'il me voyait pour la première fois. Mais, comment? L'argent.
Il faut un capital énorme pour une telle opération. C'est là que j'ai décidé de porter le coup suivant. Le plus personnel. Le logiciel a généré les premiers bénéfices. Mais le véritable capital, papa, c'est l'intelligence. C'est l'innovation. C'est la capacité à voir le futur quand d'autres sont obsédés par le passé. Des concepts que tu n'as jamais vraiment valorisés. Puis, il a dit la phrase. La phrase qui a révélé le fond de sa pensée, le cœur de son mépris pour moi. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas pu faire ça toute seule. Dis-moi la vérité. Il y a un homme derrière toi, n'est-ce pas? Qui est-ce? Qui t'a financé? Le sang a glacé dans mes veines. Après tout ça, après avoir bâti une entreprise valant des milliards, la seule explication qu'il pouvait concevoir était qu'un homme m'avait tout donné. Mon succès ne pouvait pas être le mien. Il devait appartenir à un homme. J'ai senti une colère froide et pure monter en moi. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Un homme? Oui, papa. Il y en a un. Un seul. C'est vous. Il m'a regardé, confus. Votre arrogance a été mon meilleur investisseur, ai-je expliqué, ma voix tranchante comme une lame. Votre mépris a été mon carburant. Chaque fois que vous vantiez les mérites de Camille, chaque fois que vous me disiez de laisser tomber mes bricolages, vous ajoutiez du capital à ma détermination. Alors non, il n'y a pas d'homme derrière moi. Il n'y a que votre aveuglement. Et mon intelligence. C'est tout. La journaliste à la télévision a repris la parole, affichant une infographie à l'écran. Selon nos experts, la fortune personnelle de Solène Vasseur est désormais estimée à plus de 4 milliards d'euros, faisant d'elle l'une des plus jeunes milliardaires self-made de France. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Mais la journaliste n'avait pas fini. Elle a ensuite mentionné un détail qui a fait passer l'ambiance de glaciale à cataclysmique. Nos sources indiquent également que l'un des premiers chantiers pour Oratech sera un audit complet de ses nouvelles filiales. Des rumeurs persistantes font état de graves irrégularités dans le projet immobilier phare, les Terrasses d'Azur, un projet personnellement supervisé par mademoiselle Camille Dubois-Lefebvre. J'ai vu la panique pure dans les yeux de ma sœur. Son secret. Son terrible secret. Elle pensait l'avoir enterré. Elle ne savait pas que j'avais déjà la pelle et que j'étais prête à tout déterrer. Les Terrasses d'Azur? A murmuré mon père, se tournant vers Camille. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est notre plus gros projet, notre vitrine. J'ai signé personnellement des garanties sur ce projet. Camille était blanche comme un linge. Elle s'est levée, sa chaise raclant bruyamment sur le sol. Ce ne sont que des rumeurs, papa. Des mensonges. C'est de la diffamation. Elle invente tout ça pour nous nuire. Elle est jalouse, elle l'a toujours été. Elle a essayé de jouer la carte de la victime, sa tactique habituelle. Mais cette fois, le public n'était plus acquis à sa cause. Je l'ai laissé s'agiter, se débattre dans le filet que j'avais tissé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé quelques commandes, et l'écran de la grande télévision a changé d'image. La journaliste a disparu, remplacée par une série de documents, des bons de commande, des rapports d'expertise, des échanges d'emails. Des rumeurs, vraiment, Camille, ai-je demandé, ma voix résonnant sur la terrasse silencieuse. Alors parlons de ces rumeurs. Parlons de l'acier de construction. Celui que tu as commandé en Chine, un alliage de qualité inférieure, bien moins cher que celui prévu dans le cahier des charges, pour augmenter ta marge. J'ai fait apparaître un rapport de laboratoire à l'écran. Ce rapport, commandé par mes soins il y a 3 mois via une société d'expertise indépendante, montre que l'acier que tu as utilisé ne répond pas aux normes sismiques européennes. En cas de secousse, même mineure, la structure pourrait être fragilisée. Mon père s'est levé d'un bond. C'est faux. Nos ingénieurs ils auraient. Tes ingénieurs t'ont prévenu, Camille, ai-je continué, implacable. J'ai affiché un email. L'échange était long, détaillé. Voici un message de Madame Dubois, une jeune ingénieure de ton équipe. Elle t'alerte sur les risques. Elle te supplie de faire de nouveaux tests. Elle joint même des calculs de résistance qui prouvent que la marge de sécurité est quasi nulle. Je me suis tournée vers ma sœur.
Et sais-tu ce que tu lui as répondu? Je me souviens très bien de sa démission. Tu lui as dit qu'elle était trop émotive et qu'elle ne comprenait pas les réalités budgétaires. Tu as préféré écouter le fournisseur, un homme au sourire charmeur qui t'a offert un week-end à Deauville, plutôt que tes propres expertes. D'ailleurs, cet ingénieur, je l'ai embauché. Elle dirige maintenant mon département de contrôle qualité. Le visage de Camille s'est décomposé. Elle ne pouvait plus nier. C'était là, en noir sur blanc, pour que tout le monde voie. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté, enfonçant le clou. Parlons de l'inspecteur des travaux publics. Monsieur Brossard. Un homme connu pour sa flexibilité. Surtout après avoir reçu 2 virements anonymes depuis un compte offshore. Les transactions bancaires sont apparues à l'écran. Le silence était total. J'avais tout. Chaque mensonge, chaque pot de vin, chaque décision dangereuse prise par pure cupidité et incompétence. L'entreprise de papa était au bord du gouffre, même si vous refusiez de l'admettre, ai-je dit, mon regard balayant ma famille. Ce projet était votre dernière chance, et tu l'as saboté, Camille. Par négligence. Par arrogance. Dans quelques mois, quand les premiers experts indépendants auraient découvert la supercherie, les poursuites judiciaires auraient détruit tout ce que papy a passé sa vie à construire. J'ai éteint l'écran. Alors non, je n'ai pas acheté du bois Lefèvre pour me venger, ai-je dit, et pour la première fois, il y avait une pointe de lassitude dans ma voix. Je l'ai acheté pour le sauver. Pour le sauver de vous. Cette phrase a eu l'effet d'une bombe. L'idée que moi, la marginale, la rêveuse, j'étais en réalité leur seule planche de salut était une vérité trop monstrueuse pour qu'ils puissent l'assimiler. Mon père s'est affalé sur sa chaise, l'air vidé de toute substance. Camille pleurait en silence, des larmes de rage et d'humiliation maculant son maquillage parfait. Ma mère regardait dans le vide, comme si son esprit avait tout simplement refusé d'accepter la réalité. Le silence était assourdissant, seulement brisé par la voix de la journaliste à la télé, qui avait repris l'antenne et qui commentait maintenant, avec une ironie cruelle, les images de ma photo officielle. La photo d'une femme qu'ils n'avaient jamais vraiment vue. Ils avaient tout perdu. Et je n'avais pas encore fini de leur présenter l'addition. 2 semaines. 14 jours s'étaient écoulés depuis le « brunch de la révélation », comme Chloé s'amusait à l'appeler. 14 jours pendant lesquels j'avais travaillé sans relâche, démantelant les structures toxiques de l'ancienne entreprise familiale et posant les fondations de son avenir. Ce fut un tourbillon de réunions avec des avocats, des banquiers, des ingénieurs. J'avais dormi 4 heures par nuit, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante, aussi puissante. Prendre le contrôle n'était que la première étape, le vrai travail consistait à reconstruire. Mon bureau occupait tout le dernier étage d'une tour de verre à la Défense. La vue sur Paris était à couper le souffle, un panorama de puissance et de possibilités qui s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était un monde à des années-lumière du mas des Cigales, un monde que j'avais bâti avec du code, du café et une volonté de faire. L'interphone a grésillé. Mademoiselle Vasseur, votre père est ici. Sans rendez-vous. Faites-le monter, Chloé. L'homme qui est entré dans mon bureau n'était que l'ombre du patriarche arrogant que j'avais quitté en Provence. Son costume de luxe était froissé, sa démarche hésitante. Il tenait une mallette en cuir comme un naufragé s'accroche à une bouée. Il a regardé autour de lui, les murs de verre, le mobilier design minimaliste, la technologie de pointe. Il était un anachronisme dans mon univers. Il a essayé de masquer son malaise, de retrouver une once de son autorité passée. Bel endroit. Spacieux. Asseyez-vous, papa. J'ai désigné l'un des fauteuils visiteurs en face de mon bureau. Des fauteuils en cuir italien, exactement les mêmes que ceux qu'il avait dans son propre bureau. Une petite touche d'ironie que j'appréciais. Il s'est assis lourdement et a posé la mallette sur mon bureau en bois laqué. Ses mains tremblaient légèrement. Solène, il faut qu'on parle. En famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Il a tenté la carte de la sentimentalité. Elle n'a eu aucun effet. Je ne vous fais rien. Je gère une entreprise. Mon entreprise. J'ai apporté une proposition, a-t-il dit, changeant de tactique. Un plan de restructuration. Camille et moi y avons travaillé jour et nuit. J'ai pris le dossier qu'il me tendait.
Je l'ai feuilleté. C'était pathétique. Un ensemble de vœux pieux, de projections financières irréalistes et de jargon commercial obsolète. Un dernier effort désespéré pour s'accrocher aux vestiges de leur pouvoir. Jour et nuit, ai-je demandé sans lever les yeux du dossier. Ou bien avez-vous payé un consultant pour vous écrire ça en 48 heures? Son silence a été une réponse suffisante. J'ai refermé le dossier avec un bruit sec. C'est inutile. Vous ne comprenez pas l'étendue du désastre. Rien que l'affaire des terrasses d'Azur aurait mis l'entreprise en faillite en moins de 6 mois. Les pénalités pour non-conformité, les procès des copropriétaires, le scandale médiatique, vous auriez tout perdu. On peut arranger ça, a-t-il plaidé, sa voix se brisant. Rends-nous le contrôle, Solène. Juste quelques projets. Pour l'honneur de la famille. L'honneur. Ce mot sonnait si creux dans sa bouche. L'honneur, ai-je répété, ma voix glaciale. Vous parlez d'honneur, alors que vous alliez mettre en danger la vie de centaines de personnes? Alors que votre honneur vous a dicté de me donner un studio et de laisser votre fille incompétente et corrompue aux commandes? Il a baissé la tête, vaincu. C'est trop tard, ai-je continué. La reconstruction des terrasses d'Azur commence la semaine prochaine. Avec de nouveaux plans, de nouveaux matériaux, et une nouvelle équipe de direction. Une équipe qui valorise la sécurité plus que les marges bénéficiaires. Mon téléphone s'est allumé sur le bureau. Un message du cabinet du ministre du Logement. J'ai souri. C'était le ministère, ai-je dit nonchalamment. Ils sont très satisfaits de notre plan de mise aux normes et de notre transparence. Ils vont même citer notre projet en exemple. Il m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange de ressentiment et d'une admiration qu'il ne pouvait réprimer. Je lui avais non seulement pris son entreprise, mais j'étais en train de la rendre meilleure, plus éthique, plus performante. Je détruisais son héritage en le sauvant. Camille ne le vit pas bien, a-t-il murmuré. Elle refuse de prendre ses responsabilités, vous voulez dire? Ses comptes ont été gelés. Le fonds en fiducie que son grand-père avait créé pour elle. C'est la procédure standard, papa. Un audit complet est en cours. Nous avons découvert des irrégularités. Des dépenses personnelles extravagantes débitées sur les comptes de l'entreprise. Des voyages, des bijoux. Il n'a rien dit. Il savait. Il avait toujours su, et il avait laissé faire. L'interphone a de nouveau grésillé. La voix de Chloé était tendue. Mademoiselle Vasseur, excusez-moi de vous déranger encore. Votre mère et votre sœur sont également là. Elles insistent pour vous voir. J'ai soupiré. Le grand final. J'ai jeté un œil à l'écran de sécurité. Ma mère, impeccable comme toujours, mais le visage crispé. Et Camille, l'air perdu, noyée dans un tailleur trop grand pour sa confiance en elle évaporée. Faites-les entrer, Chloé. La réunion de famille allait enfin avoir lieu. Mais cette fois, c'était sur mon territoire. Et selon mes règles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La porte de mon bureau s'est ouverte, et elles sont entrées. Non pas comme les reines du mas des cigales, mais comme des écolières convoquées chez le proviseur. Le contraste avec leur arrogance passée était saisissant. Ma mère, Martine, portait son masque de dignité habituel, mais il était fissuré, laissant entrevoir la panique en dessous. Camille, quant à elle, gardait les yeux baissés, fixant le sol comme s'il allait l'engloutir. Elles se sont arrêtées au milieu de la pièce, n'osant pas s'approcher davantage de mon bureau, comme si un champ de force invisible les en empêchait. Mon père ne s'est même pas retourné. Sarah, a commencé ma mère, utilisant mon prénom d'enfance, une tentative maladroite de raviver une intimité perdue. Elle a tressailli en voyant mon regard de glace. C'est Solène, l'a corrigé Camille à voix basse, une lueur de peur dans les yeux. Mademoiselle Vasseur. Nous voulions nous excuser, a repris ma mère, sa voix tremblant légèrement. Je me suis adossée à mon fauteuil, croisant les doigts sur mon bureau. Je n'allais pas leur faciliter la tâche. Des excuses? Pourquoi, spécifiquement?
La liste est longue. Je les ai laissés mariner dans le silence, un silence seulement troublé par le léger bourdonnement des serveurs dans la pièce voisine. Pour le brunch, a finalement balbutié Camille. Pour ce que nous avons dit. Ah, pour le brunch, ai-je répété, un sourire ironique aux lèvres. Donc, vous vous excusez pour avoir été méchant pendant 1 heure? C'est un bon début, mais un peu court. On continue. Ou bien vous vous excusez pour avoir méprisé ma carrière pendant 15 ans? Pour avoir tenté de saboter mon avenir? Pour avoir mis en péril la vie de centaines de familles par votre incompétence? Ou peut-être, juste peut-être, vous vous excusez pour avoir présumé que j'échouerais et que j'aurais besoin de votre pitié pour survivre? Chaque question était une flèche, et je les voyais atteindre leur cible. Le visage de Camille s'est contracté de douleur. Ma mère a porté une main à son collier de perles, un geste nerveux qui trahissait son trouble. Nous ne savions pas, a murmuré ma mère. Nous ne comprenions pas ce que tu faisais. C'est exact, ai-je rétorqué. Vous n'avez jamais cherché à comprendre. C'était plus simple de me mettre dans une case, celle de la fille bizarre qui ne serait jamais comme Camille. C'est là que ma mère a craqué. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, ruinant son maquillage impeccable. C'est plus compliqué que ça, Solène. La société de ton père, elle était en difficulté depuis des années. Bien avant que Camille ne prenne les rênes. Les dettes s'accumulaient. Nous avions peur. Elle a jeté un regard désespéré à mon père, qui restait muet, le dos tourné. Nous avons tout misé sur Camille. Sur son mariage avec James, sur son image. Nous pensions qu'elle était notre seule chance de sauver les apparences, de préserver notre statut. Elle a marqué une pause, avant d'avouer la partie la plus laide. Et nous avions peur de toi. Nous ne comprenions pas ton monde, ton intelligence. Ça nous effrayait. C'était plus simple de te rabaisser que d'admettre que nous étions dépassés. Enfin. La vérité. Pas toute la vérité, mais un fragment. Leurs actions n'étaient pas seulement motivées par le mépris, mais par la peur. La peur panique de perdre leur place dans le monde, de voir leur façade dorée s'effondrer. Ils avaient sacrifié leur fille la plus talentueuse sur l'autel de leur propre insécurité. Cette confession ne changeait rien à leur faute, mais elle les rendait pathétiques. Humains dans leur lâcheté. Je les ai écoutés en silence, mon visage impassible. Leurs excuses, leurs justifications, tout cela arrivait bien trop tard. Leurs mots étaient des cendres soufflées sur les ruines d'une relation qu'ils avaient eux-mêmes incendiée. Leurs excuses sonnaient creux, nés non pas du remords, mais de la peur. Les excuses ne reconstruisent pas un immeuble défectueux, ai-je dit, ma voix retrouvant sa fermeté. Et elles ne remboursent pas les dettes. Mais, puisque nous parlons de problèmes pratiques, j'ai peut-être une solution pour votre problème de logement. Dans leurs yeux, j'ai vu une lueur. Une lueur d'espoir absurde et déplacée. Ils pensaient vraiment qu'après tout ça, j'allais leur rendre leur cage dorée. Pauvres fous. Ils n'avaient toujours rien compris. J'ai appuyé sur un bouton de la console intégrée à mon bureau. Sur le mur de verre derrière moi, qui servait aussi d'écran holographique, une page web s'est affichée. C'était le site de location de ma propre société. Des photos d'appartements modernes et élégants ont défilé. Comme vous le savez, ma société possède désormais un vaste portefeuille de biens immobiliers, ai-je commencé, mon ton devenant celui d'une agente immobilière présentant ses produits. Nous avons plusieurs appartements disponibles à la location. Au prix du marché, bien entendu. J'ai vu la lueur d'espoir dans leurs yeux s'éteindre, remplacée par la confusion. J'ai fait défiler les annonces. Un charmant 3 pièces avec balcon près du parc Monceau. Un loft d'artistes avec vue sur la Seine. Je prenais mon temps, leur montrant tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce qui était maintenant à moi, avant de porter le coup de grâce. Un duplex près du jardin du Luxembourg. Puis, j'ai arrêté l'image sur une annonce plus modeste. Une seule photo montrait une petite pièce avec un coin cuisine et une fenêtre donnant sur une ruelle étroite. Ah, regardez, ai-je dit, ma voix faussement enjouée. Celui-ci pourrait vous convenir. Le studio du quartier du Panier, à Marseille. Il est toujours disponible. Le silence qui a suivi était d'une densité incroyable. Plus lourd que celui du brunch.
Plus lourd que la peur ou le choc. C'était le silence de la compréhension totale et absolue. Le silence de la justice poétique. Je les ai regardés. Leurs visages étaient des masques de stupeur. L'ironie de la situation était si parfaite, si cruelle, qu'elle dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La solution que je leur proposais était l'insulte même qu'ils m'avaient jetée au visage 2 semaines plus tôt. Celui que vous pensiez si adapté à mes besoins, ai-je ajouté doucement, pour être sûr qu'ils saisissent bien toute la saveur de l'instant. Il a une vue assez pittoresque. C'est parfait pour réfléchir au passé et méditer sur ses erreurs. Camille a été la première à réagir. Un son étranglé est sorti de sa gorge, un mélange de sanglots et de rires hystériques. Tu n'es pas sérieuse. Je suis toujours sérieuse quand il s'agit d'immobilier, Camille. Tu devrais le savoir. Mais, nous ne pouvons pas vivre là-bas, a protesté ma mère, retrouvant un peu de sa superbe outragée. C'est minuscule. Il n'y a même pas de chambre séparée. Où mettrions-nous nos affaires? Vraiment? J'ai faim la surprise. Et pourtant, c'était assez bien pour moi, n'est-ce pas? C'était un bon début, un pied-à-terre. Je vous offre exactement ce que vous m'avez offert. Une chance de commencer petit. Quant à vos affaires, c'est ce qu'on appelle le minimalisme. C'est très à la mode. Mon père s'est enfin retourné. Son visage était gris. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu complètement et irrémédiablement brisé. L'armure de son arrogance s'était pulvérisée. Solène, s'il te plaît, a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête. Le loyer est de 600 € par mois. Payable d'avance. Je suis sûre qu'avec vos talents combinés, vous arriverez à vous en sortir. Camille est douée pour la communication, et vous, papa, vous avez une grande expérience. Quant à vous, maman, vos talents pour organiser des soirées caritatives seront sûrement très demandés dans le quartier. Chaque mot était un coup de poignard, reprenant leurs propres termes, leurs propres jugements, et les leur renvoyant en pleine figure. Camille a éclaté en sanglots, de vrais sanglots cette fois, bruyants et laids. Tu ne peux pas nous faire ça, Solène. Nous sommes ta famille. J'ai souri. Un sourire froid, sans joie, sans chaleur. Le sourire d'une exécution. C'est exact, ai-je dit. Vous êtes ma famille. Et en tant que membre de votre famille, je vous offre enfin une leçon de vie précieuse. Une leçon que vous avez manifestement oublié de m'apprendre vous-même. Leur visage était suspendu, attendant la sentence. Quoi donc, a demandé ma mère dans un souffle. Mon sourire s'est effacé, remplacé par une expression dure comme l'acier. On récolte toujours ce que l'on a semé. Je me suis levée, le bruit de ma chaise roulant sur le parquet étant le seul son dans la pièce. J'ai fait le tour de mon bureau, m'approchant d'eux, dominant la scène non seulement par ma position, mais par l'aura de puissance tranquille qui émanait de moi. Ils ont reculé d'un pas, comme instinctivement. Pendant des années ai-je commencé, ma voix posée mais portant dans tout l'espace, pendant ces longues nuits dans ce studio que je vous propose aujourd'hui, j'ai cru que ce que je voulais, c'était la vengeance. J'imaginais ce moment. Le moment où je vous verrais à genoux, regrettant votre mépris. Je pensais que ce serait la plus douce des satisfactions. Je me suis arrêtée devant eux. Et c'est doux, je ne le nie pas. Il y a une satisfaction froide et sombre à voir vos certitudes s'effondrer. Mais ce n'est pas suffisant. La vengeance, c'est regarder le passé. C'est détruire. C'est se définir par rapport à ceux qui nous ont fait du mal. Et j'ai réalisé que je ne suis pas une destructrice. Je suis une bâtisseuse. Leur confusion était palpable. Ils s'attendaient à des cris, des reproches, une colère explosive. Ils ne s'attendaient pas à ça. J'aurais pu liquider la société Dubois-Lefebvre, ai-je continué. Vendre chaque actif, licencier chaque employé, et effacer votre nom de l'histoire de l'immobilier français. Ça aurait été de la vengeance. Mais ce serait un gâchis. Un gâchis du travail de papy, qui, lui, était un homme honnête. Et un gâchis de potentiel. J'ai retourné à mon bureau et j'ai affiché une nouvelle image sur l'écran mural, une maquette architecturale en 3D d'un bâtiment magnifique, moderne et écologique. Le mas des cigales ne sera pas vendu, ai-je annoncé. Il va être transformé.
Il va renaître. Il deviendra le siège de la Fondation Vasseur. Une fondation, a demandé ma mère, perplexe. Oui. Une fondation dédiée à soutenir les jeunes femmes qui veulent entreprendre dans les nouvelles technologies. Un incubateur de talents, un espace de formation, un fonds d'investissement. Nous offrirons le soutien, financier et moral, que je n'ai jamais reçu de ma propre famille. Là où vous avez cultivé le privilège, je cultiverai le mérite. Je les ai regardés droit dans les yeux. Le bâtiment principal abritera une bourse d'excellence. Elle portera le nom de Bourse Dubois, en l'honneur du seul professeur qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et cette bourse sera réservée en priorité aux jeunes filles issues de familles qui ne les soutiennent pas. C'était mon véritable triomphe. Pas de leur prendre leur maison, mais de la transformer en un symbole de tout ce qu'ils n'étaient pas, généreux, visionnaires, tournés vers l'avenir. Je prenais leur héritage de privilèges et le transformais en un héritage de mérite. Puis, mon regard s'est posé sur Camille. Elle avait arrêté de pleurer et me regardait avec une expression nouvelle, indéchiffrable. Quant à toi, Camille, ai-je dit, et mon ton est redevenu plus dur. J'ai réfléchi. Le studio à Marseille, c'est une solution temporaire. Mais tu as besoin de travail. Et puisque tu as une grande expérience dans l'immobilier. J'ai fait une pause, la laissant imaginer le pire. J'ai un poste pour toi. Un poste qui te permettra de vraiment apprendre le métier, de la base. Stagiaire au service location. Au SMIC. Tu commenceras par répondre au téléphone, classer des dossiers et faire le café. Le choc sur son visage était presque comique. Stagiaire? Moi? Ce n'est pas une punition, Camille, ai-je dit, et c'était presque vrai. C'est une opportunité. C'est un test. C'est une chance d'apprendre la valeur du travail, la vraie. Une chance que vous ne m'avez jamais donnée, mais que je te donne aujourd'hui. C'est plus que ce que tu as fait pour moi. Tu as une semaine pour accepter. Si tu refuses, tu es seul. Si tu acceptes, sache que je serai la patronne la plus exigeante que tu auras jamais eue. Pas de favoritisme, pas de passe-droit. Au moindre faux pas, tu es dehors. Je me suis retournée vers ma mère et mon père. L'offre pour le studio est valable 1 mois. Après ça, il sera remis sur le marché. Chloé vous donnera les papiers à signer en sortant. Camille m'a regardée, et pour la toute première fois de ma vie, je n'ai vu dans ses yeux ni mépris, ni jalousie. Juste un vide immense, et peut-être, une infime lueur de respect craintif. La porte de mon bureau s'est refermée derrière eux. Un chapitre de ma vie venait de se clore. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur Paris. Un nouvel héritage, le mien, était sur le point de commencer. Le silence est retombé dans mon bureau, un silence apaisé, purifié. J'ai marché jusqu'à l'immense bail vitré, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une, comme une constellation à mes pieds. L'interphone a de nouveau sonné. C'était Chloé. Monsieur Dubois est en ligne pour vous, Solène. Il dit qu'il a vu les informations. Il a l'air très ému. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Passez-le-moi, Chloé. Merci. La voix de mon ancien professeur, chevrotante d'émotion, a rempli le silence. Solène, mon enfant. Je n'ai pas de mots. J'ai vu le communiqué de presse, la fondation, le nom que tu lui as donné. Je suis si fière. Si incroyablement fière de toi. Des larmes me sont montées aux yeux. La reconnaissance de cet homme, son approbation sincère et désintéressée, valait plus que tous les milliards que j'avais amassés. C'était la seule validation dont j'avais jamais vraiment eu besoin. C'est grâce à vous, Monsieur Dubois, ai-je réussi à dire. Votre confiance a tout changé. Non, Solène, a-t-il répondu, sa voix se raffermissant. Ne te méprends pas. Un talent comme le tien, c'est comme un fleuve puissant. Les gens peuvent essayer de construire des barrages, de le dévier, mais tôt ou tard, il trouve toujours son chemin vers l'océan. Je n'ai fait que te montrer un raccourci. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis j'ai raccroché, le cœur léger. Je me suis retournée vers Paris. Je ne pensais plus à ma famille, à leur petite tragédie de privilèges perdus. Je pensais à l'avenir.
Je pensais à toutes ces jeunes filles, assises dans leur chambre, qui rêvaient de créer, de bâtir, d'innover, et à qui l'on disait que ce n'était pas pour elles. Je pensais à la fondation, au bâtiment plus sûr que ma société allait construire, à la culture d'éthique et d'excellence que j'allais insuffler. J'ai compris à cet instant que la meilleure des revanches n'était pas de voir ses ennemis échouer. C'était de réussir si brillamment que leur opinion n'avait plus la moindre importance. La véritable victoire n'était pas de détruire leur monde, mais de construire le sien, sur des fondations plus solides, plus justes, plus belles. Construire quelque chose de meilleur à partir des ruines que les autres ont laissées derrière eux, voilà la victoire ultime. Mon histoire a peut-être commencé dans la douleur et le rejet, mais elle se termine aujourd'hui avec un sentiment d'espoir infini. L'espoir que chacun de nous peut bâtir son propre avenir, peu importe qui essaie de nous en empêcher. Si vous aussi, vous avez dû repartir de zéro, si vous avez dû vous battre contre le scepticisme pour réaliser vos rêves, s'il vous plaît, partagez votre force avec nous dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'étincelle qui allume le feu chez quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour la soutenir, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, et d'activer la petite cloche. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, le plus grand succès est celui qu'il n'avait jamais vu venir.